Bonjour à tous. Je m'appelle Stan. Je suis l'un des instructeurs ici chez Goku. Pour cette session, nous allons nous intéresser aux deux VGO. Avant de commencer à traiter certaines données, faisons un rapide rappel des capteurs 2VGO pour ceux d'entre vous qui auraient manqué la session de découverte d'hier. Donc, le matériel 2VGO, en regardant le matériel fourni avec, il se compose d'un GNSS multifréquence embarqué. 3 caméras que vous pouvez utiliser pour la colorisation de votre nuage de points. Un capteur LIDAR rotatif de qualité topographique. Et il est également fourni avec une tablette sur laquelle le logiciel Trivigo est installé. Nous avons deux types différents de Trivigo. Nous avons le Trivigo 116S et le 132S. La principale différence entre les deux concerne les retours sur le 16. Vous aurez 2 retours sur le 16 et 3 sur le 132. En ce qui concerne le poids également, 1,7 kg pour le 116 et 1,9 pour le 132. Donc oui, le 132 sera légèrement plus lourd. Nous avons également un certain nombre de faisceaux. Vous avez 16 faisceaux sur le 116 et 32 sur le 132. Sur le 132, d'où le nom contenu inclus. UMS est livré avec une valise rigide, le Trivigo Payload avec un support, 3 batteries, des lingettes pour lentilles, une tablette Android LT 800, un support pour tablette et un chargeur de batterie. Il est également fourni avec un câble USB pour le transfert de données. Le support thoracique est vraiment très pratique, surtout si vous avez de grandes collectes de données. Vous pouvez tout à fait vous déplacer avec si vous avez une collecte de données rapide, disons environ 5 à 10 minutes. Mais sinon, le support thoracique est vraiment très utile car il stabilise également l'appareil. Pour se connecter au capteur, il suffit d'allumer la tablette et d'ouvrir l'application Trivigo. Allumez le Trivigo et connectez-vous à son Wi-Fi. En fait, le module émet un signal Wi-Fi auquel vous pouvez vous connecter, il n'y a pas de mot de passe requis et vous êtes prêt à l'utiliser. Vous devriez être prêt à collecter des données. Dans l'application Trivigo, vous avez certains statuts que vous pouvez consulter. Le statut d'enregistrement. Nous enregistrons tous nos modules, toutes les charges utiles avant qu'elles ne partent. Donc, cela sera autorisé par nos soins. Le firmware, si vous souhaitez mettre à jour le firmware, vous pouvez tout à fait le faire directement depuis la tablette. Ou vous pouvez contacter le support. Nous vous fournirons le firmware et tout ce que vous aurez à faire, c'est de le placer à la racine du capteur. Gestion de projet, vous pouvez gérer tous vos différents projets qui ont été collectés avec le Trivigo. Et ensuite, le diagnostic de l'appareil. Tant que tout apparaît en vert, tout devrait bien se passer. Sinon, si un autre statut est signalé, des instructions vous seront alors fournies pour résoudre le problème. Capture de données. La capture de données avec le 2VGO est donc assez simple. Une fois que vous y êtes connecté, il vous suffit d'appuyer sur le bouton vert pour commencer la capture. Si vous souhaitez utiliser le RTK, c'est également possible. En haut à droite de l'application tablette, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous trouverez l'icône d'engrenage des paramètres. Vous cliquez dessus, vous allez dans les paramètres RTK, vous saisissez les paramètres du serveur pour votre RTK et vous serez prêt à collecter des données RTK. Sinon, si vous ne collectez pas de données en RTK, vous avez la possibilité de collecter des données en SLAM ou en PPK. Donc, en général, il va collecter des données par rapport à lui-même, sauf si vous disposez d'un fichier de station de base enregistrant simultanément que vous pourrez ensuite utiliser pour post-traiter votre cycle Trivigo. Une fois que vous appuyez sur le bouton vert, donnez un nom au projet, puis sélectionnez un mode de capture. Vous avez différents modes de capture. Vous avez un mode intérieur, extérieur, espace ouvert et tunnel. La différence entre extérieur et vous avez aussi un mode mixte intérieur et extérieur. La principale différence entre extérieur et espace ouvert serait l'absence, par exemple, de caractéristiques SLAM ou de caractéristiques verticales à utiliser ou à traiter.
Une fois que vous sélectionnez un type de scène, le scanner commencera son initialisation. Donc le scanner va tourner. Il va passer par ce processus assez rapidement. Cela prend environ 10 secondes. Pendant le processus d'initialisation, il faut s'assurer de l'installer sur une surface plane. Parce qu'il va utiliser cela comme point de référence si jamais il était, par exemple, incliné. Le reste de vos données sera également traité en conséquence. Et si vous souhaitez arrêter la capture, il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge. Cela mettra fin à la capture des points de contrôle. Maintenant, vous pouvez ajouter des points de contrôle à votre ensemble de données. Vous ne créez pas de nouveaux points de contrôle, mais vous collectez simplement les points de contrôle déjà établis sur votre site. Et vous utilisez cela pour effectuer un ajustement rigide de votre ensemble de données SLAM sur les points de contrôle établis. C'est là que les points de contrôle que vous voyez ajoutés ici entrent en jeu. Il vous faut un minimum de 4 points pour suivre le workflow TGCP. Et comme je l'ai dit, tout ce que cela va faire, c'est utiliser ces points de contrôle, c'est tout, mais que vous avez déjà établi sur votre site et effectuer un ajustement rigide. Dessus, boucle de fermeture, c'est quelque chose que nous vous recommandons fortement de faire. Si vous allez collecter des données en intérieur, principalement pour minimiser la dérive de cap. Essentiellement, le but principal est d'essayer de couvrir certaines zones à au moins 20%, car comme vous collectez des données en intérieur, il n'y aura pas de GNSS pour appliquer des corrections. Donc cela permet simplement au capteur de savoir exactement ce qu'il observe. Pensez-y donc en termes de capteur et de ce qu'il voit. Et ensuite, les paramètres RTK. Comme je l'ai dit précédemment, le RTK. En cliquant sur l'icône des paramètres en haut à droite de votre application TrueView Go, vous pouvez accéder aux paramètres RTK qui doivent être configurés. Vous pouvez utiliser votre propre station de base, la configurer avec un serveur Ntrip, puis simplement entrer les paramètres et cliquer sur Connecter. Maintenant, avec une collecte RTK, cela dépend de l'endroit où vous collectez vos données. Vous pouvez voir un statut fixe ou flottant. Si vous obtenez un statut fixe puis que vous vous rendez à un endroit où vous obtenez une solution flottante, à condition que cela ne dépasse pas 120 secondes, et ensuite vous obtenez à nouveau une solution fixe. Après, vous devriez pouvoir interpoler les données sans problème. Maintenant, le RTK est l'une des méthodes pour collecter des données, mais nous recommandons fortement le PPK quand c'est possible. Ah oui, encore une chose à propos de la connexion RTK. Vous pouvez soit utiliser une carte SIM, en installer une sur la tablette, soit utiliser un partage de connexion Bluetooth pour connecter à la tablette et établir une connexion RTK. Et enfin, avant de traiter vos données, vous devez vous assurer de copier les données du capteur vers votre ordinateur localement, en utilisant Terracopy ou Robocopy. Et cela permet simplement d'assurer l'intégrité de tous les fichiers que vous copiez du capteur vers votre machine. Nous ne recommandons pas d'utiliser l'outil de copie de Windows. Vous pourriez rencontrer des problèmes lors du traitement par la suite, donc nous recommandons fortement d'utiliser soit Terracopy, soit Robocopy pour éviter ces erreurs. Très bien. Passons maintenant à LP 360 et examinons le traitement de 3 ensembles de données différents que nous avons collectés. Donc, si vous avez téléchargé l'ensemble de données qui est disponible sur le cloud, vous avez dû recevoir un fichier 7-zip. Allez-y et extrayez les données de ce fichier 7-zip à l'aide d'un gestionnaire 7-zip. Et ensuite, vous devriez avoir, je dirais, le fichier PPK. TGCP et l'ensemble de données SLAM. Vous ne verrez pas le reste. Dans l'ensemble de données PPK, nous avons placé le fichier d'observation de base que vous pouvez utiliser. Donc, si vous regardez dans le dossier PPK cycle GPS base, vous allez voir le fichier TO2.
Juste à notre bureau, nous avons également un rapport Opus que vous pouvez utiliser pour créer un point de référence pour le traitement de cet ensemble de données PPK. Et ce rapport Opus contient simplement les coordonnées de la station de base, les coordonnées corrigées de la station de base. Donc, essentiellement, si vous deviez aller collecter des données sur le terrain, vous installeriez votre base à un certain endroit. Une fois que vous avez ce fichier d'observation de la base, vous pouvez le soumettre à Opus. Opus va alors vous envoyer un email avec toutes les informations que vous voyez à l'écran. Ce que nous faisons, c'est simplement copier tout ce qui se trouve dans cet email, le coller dans un fichier Notepad ou un fichier texte, puis l'enregistrer. Vous pouvez importer ce rapport Opus directement dans LP 360 et créer un point de référence, SurveyNail, et c'est quelque chose que je vais vous montrer comment faire juste après. Nous avons également un fichier JSON, et ce fichier JSON correspond simplement au point de référence, SurveyNail, si vous souhaitez simplement importer cela à la place. Mais je vais vous montrer les deux méthodes. Dans le dossier d'images, vous allez voir 3 caméras différentes. Vous ne verrez pas les photos d'un collecteur sur le site, mais vous verrez certains de ces fichiers à partir desquels les images seront extraites. Vous avez également le dossier de scan, et à l'intérieur du dossier scanner, c'est là que sont stockées les données brutes du lidar. Vous devez vous assurer qu'il y a un fichier SP, un fichier PCAP et un fichier EP à l'intérieur. Donc, disons qu'après votre collecte de données, si vous éteignez prématurément l'appareil sans arrêter la capture et laisser le temps de stocker les données, il se peut que vous n'ayez pas de fichier SP ou EP ou encore de fichier PCAP, l'un ou l'autre. Et si l'un de ces fichiers manque dans votre collecte de données, vous allez rencontrer des problèmes lors du traitement en aval. En ce qui concerne le TGCP, cette collecte de données était simplement une autre collecte sur site à notre bureau de Triana en utilisant la collecte de points de contrôle avec le Trivigo. Donc tout ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en place un canevas de points de contrôle à l'emplacement de notre bureau. Nous plaçons simplement le Triviago, la pointe métallique ici, au centre du clou, puis nous le laissons poser là pendant environ 10 secondes. Et c'est ainsi que nous ajoutons le contrôle. Donc, dans cet ensemble de données, si vous regardez dans le dossier de contrôle GPS, vous allez voir quelques fichiers. Vous verrez les points de contrôle qui ont été collectés par le Geo par rapport à lui-même. Et ensuite, nous avons les coordonnées du contrôle, auxquelles nous allons effectuer un recalage rigide. La seule partie délicate ici, c'est qu'il faut vraiment savoir quels points de contrôle vous mesurez afin de pouvoir les référencer correctement. Comme vous pouvez le voir ici, ceux-ci sont étiquetés de 5 à 12. Parce que lorsque vous attribuez le numéro 5 à l'un des points de contrôle sur le terrain avec le Go, le suivant commencera par 6, puis 7, et ainsi de suite. Et vous ne pourrez pas référencer les points réels lorsque vous utilisez le workflow TGCP, en les regardant dans l'affichage cartographique. Donc, il est vraiment important de savoir lequel correspond à quoi. Et enfin, nous avons le jeu de données SLAM. Le jeu de données SLAM est simplement un mélange de collecte en intérieur et en extérieur. Le but principal de la collecte de ces données était de vous montrer comment utiliser les outils d'enregistrement manuel. Donc ce que nous avons fait, c'est qu'avec les 3 jeux de données, nous avons obtenu une bonne quantité de recouvrement entre eux. Ce que Taddy va ensuite vous montrer, c'est comment utiliser l'outil d'enregistrement manuel. Pour enregistrer le jeu de données SLAM sur le jeu de données PPK, en utilisant le jeu de données PPK comme référence ou couche de base. Et bien sûr, le SLAM est positionné par rapport à lui-même en utilisant les points communs entre eux. Le but est de le placer exactement là où nous le souhaitons. Le TGCP va être basé sur le contrôle établi, donc il sera de toute façon positionné sur des coordonnées de plan d'état. Mais nous utiliserons un TGCP avec le jeu de données PPK pour effectuer un enregistrement automatique. Ainsi, vous pourrez voir à quoi ressemble le processus d'alignement fin. Et puis, nous avons également un autre outil d'enregistrement appelé Elastocontrol. Supposons que vous ayez placé des points de contrôle sur votre site.
Vous pourriez, et si vous n'avez pas effectué la collecte TGCP sur le site, vous pouvez sélectionner ces points de contrôle que vous avez dans votre dernier nuage de points, puis effectuer un enregistrement par contrôle élastique. Ce que j'ai ici, c'est les données traitées pour les 3 cycles. Et la raison pour laquelle j'ai fait cela, c'est parce que cela peut prendre un certain temps. Donc, juste pour que la session continue, vous pouvez poursuivre le traitement. Une fois que nous en serons là, cela prendra probablement un certain temps, peut-être environ 12 à 15 minutes pour s'exécuter. En attendant, Taddy va vous montrer comment utiliser les outils d'enregistrement. Très bien, passons à LP360. Vous devez vous assurer que vous êtes connecté en haut à droite. Si ce n'est pas déjà fait, il suffit de cliquer sur Se connecter et de vous identifier, puis de cliquer sur l'onglet Support et sur le gestionnaire de licence. Je vais aller vérifier ma licence rapidement. Cliquez sur l'onglet Identifiant. Connectez-vous si ce n'est pas déjà fait. Normalement, la clé de licence de formation devrait s'afficher automatiquement pour vous. Et sous les licences principales, vous verrez plusieurs options différentes. Nous allons sélectionner la licence LP 360 Land Standard à durée limitée et flottante. Vous pouvez choisir de rendre votre licence itinérante si vous le souhaitez. Encore une fois, si vous souhaitez simplement travailler hors ligne, c'est possible. Je vais simplement cocher cela, puis valider ma licence itinérante. Et en bas, vous verrez tous vos produits disponibles. Et vous pouvez fermer. Juste avant d'importer les jeux de données, encore une chose, juste un petit rappel. Vous l'avez peut-être déjà fait lors d'une autre session, mais je vais quand même le revoir. Si vous cliquez sur Fichier puis Paramètres du projet et que vous n'avez pas défini de dossier racine par défaut pour les projets, faites-le maintenant. Comme vous pouvez le voir sur ma machine, sur mon disque B, donc un disque où j'ai beaucoup d'espace, j'ai un dossier TrueView_Projects. C'est là que se trouvent toutes mes données traitées. Donc tout ce que je traite ira directement dans mon dossier TrueView_Projects. Et remarquez qu'il n'y a pas d'espace, pas de caractères spéciaux, juste des underscores dans le nom du dossier. J'ai également un dossier TrueView_Raw Data où nous plaçons toutes les données brutes que nous collectons avec nos capteurs TrueView. Et j'ai aussi un dossier TrueView_Working Directory. Le dossier de travail est simplement un dossier temporaire où LP360 va déposer certains fichiers temporaires. Vous devez donc également avoir de l'espace disponible sur ce disque. Donc, retournez dans les paramètres du projet LP360, configurez votre dossier racine par défaut pour les projets, puis cliquez sur l'onglet Global. Croyez-moi, vous voulez vraiment cocher cette option. Molette de la souris, zoom, vous me remercierez plus tard, et ensuite saisissez votre adresse email si elle n'apparaît pas déjà. Et ici en bas, vous verrez l'option pour saisir le chemin du dossier de travail. Donc, en cliquant sur ces points de suspension, en fait, vous pouvez le configurer. Nous ne nous préoccupons pas trop des diagnostics TrueView ou de l'UXP pour cette session. Donc, je vais simplement passer cette étape, puis cliquer sur Appliquer et OK. Très bien, maintenant j'ai plusieurs onglets différents sur mon interface graphique. Si vous ne voyez pas certains des onglets que j'ai à l'écran, il vous suffit de cliquer sur le menu déroulant là où vous voyez les options. Allez dans le menu Personnaliser le ruban et en fait, vous pouvez désactiver ou activer n'importe quels onglets que vous souhaitez afficher. Donc, disons que je n'aurai pas besoin de la classification du sol, des volumes. Je ne vais pas utiliser le nuage. Donc, je peux cliquer sur OK. Ça va simplement m'afficher cela. Si vous ne voyez pas la table des matières, allez dans Affichage et activez votre table des matières. Très bien. Maintenant que nous avons terminé cette configuration, importons les données. Je vais donc cliquer sur l'onglet TVGo et sur Importer un cycle. Dans cette boîte de dialogue ici, nous pouvons importer des vols dans un nouveau projet. Nous pouvons donc importer plusieurs cycles ou plusieurs ensembles de données dans le même projet. Cliquez donc sur Suivant et ajoutez un cycle.
je vais naviguer jusqu'à mon disque B où j'ai stocké les données brutes. Je vais sélectionner les 3 cycles et cliquer sur Sélectionner le dossier. En fait, vous pouvez voir les noms des cycles, vous pouvez voir le dossier brut du cycle, donc PPK, TGCP et Slam Street View maintenant. Si vous aviez une Insta 360 connectée au TreeVI, Go, vous pourriez également collecter des photos panoramiques et utiliser Street View. Comme nous n'avions pas cela pour cette collecte de données, tout est décoché. Heure de début et de fin de vos cycles, la durée totale, comme vous pouvez le voir, des cycles assez courts. Il a détecté un fichier TO2, donc il l'a importé et a ajouté un marqueur, nom de ma station de base, coordonnées sur mon clou de repère. Sous marque de référence, vous pouvez importer ou créer un clou de repère. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez 3 options différentes. Vous pouvez aussi saisir plus tard car ce n'est pas vraiment nécessaire pendant le processus d'importation. Vous pouvez le faire lorsque vous lancez la boîte de dialogue de traitement SLAM ou vous pouvez simplement le saisir manuellement ou sélectionner l'option clou de repère. Alors allons-y et sélectionnons le clou de repère pour l'instant. Je vais simplement l'appeler UC 2025. Même description. Et maintenant, vous avez la possibilité d'importer un fichier Opus que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais donc simplement cliquer sur Charger depuis Opus, aller dans mon dossier de base GPS et sélectionner mon rapport Opus. Remarquez comment, à partir de toutes les informations contenues dans ce rapport Opus, il sait exactement quoi chercher. Il renseigne directement la latitude, la longitude et la hauteur ellipsoïdale en mètres pour mon clou de repère. Je peux donc simplement cliquer sur OK et cela va renseigner ma base. Latitude, longitude, hauteur ellipsoïdale. La hauteur d'antenne est remise à 0. C'est parce que notre base a été configurée de manière à déjà en tenir compte. Je vais donc laisser cela à 0. Et pour les 2 autres cycles, l'un est TGCP, donc essentiellement du SLAM avec des points de contrôle, et l'autre est uniquement du SLAM. Donc je ne vais rien ajouter, clou d'arpentage pour celui-ci. Je vais cliquer sur « Ensuite », il va par défaut utiliser l'emplacement que j'ai configuré plus tôt. Donnez un nom à ce projet. Appelez-le UC 2025 et ensuite, pour le système de référence de coordonnées UH. J'en ai tout un tas sur mon écran parce que j'ai traité des données provenant de plusieurs endroits. Si vous ne voyez rien dans votre menu déroulant, cliquez simplement sur le bouton « Sélectionner ». Et maintenant, vous pouvez soit le sélectionner en parcourant ces options, soit simplement saisir le code d'autorité. Le code d'autorité que nous allons utiliser aujourd'hui sera 6355. Et appuyez sur Entrée. Cela affichera NAD 1983 State Plane Alabama Est en mètres. Encore une fois, il n'est pas vraiment nécessaire de traiter vos données en mètres. La raison pour laquelle nous le faisons, c'est parce que les points de contrôle posés sur le site sont également en système métrique. Vous pourriez tout à fait traiter en pieds si vous le souhaitez, en pieds internationaux ou en pieds américains, pieds de levée. Et ici en bas, vous pouvez choisir entre ellipsoïdal ou orthométrique. Encore une fois, étant donné la disposition de nos points de contrôle, je vais sélectionner ellipsoïde en mètres. Puis cliquez sur OK, cela va renseigner votre système de référence de coordonnées. Ensuite, cliquez sur Termineur. En gros, tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est importer les 3 cycles différents, attribuer un nom au projet et lui fournir un système de référence de coordonnées. Jusqu'à ce point, c'est différent de la façon dont nous avons traité les données Truvigo jusqu'à présent, comme certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué. Auparavant, lors de l'importation des données Truvigo, le processus impliquait également de passer simultanément par la boîte de dialogue de traitement SLAM. Ce qui signifie que, si cela prenait du temps et que, disons,
votre ordinateur s'éteignait ou que vous perdiez l'accès à LP 360 pour une raison quelconque, cela supprimait aussi votre projet. Avec cette nouvelle méthode, désormais, vous pouvez ensuite lancer le traitement SLAM après coup. Donc, une fois que les cycles ont été importés avec succès, je vais voir apparaître un ensemble de différentes couches dans ma table des matières. Vous avez donc la couche photo, la ligne de trajectoire, les points de trajectoire et j'ai également une couche Google hybride. Cette boîte de dialogue ici contient quelques informations. Elle me demande simplement si je veux lancer le traitement SLAM sur mes 3 cycles. Je vais donc cliquer sur Traitement SLAM et en fait j'ai 3 cycles différents qui ont été importés. Je sais que ce n'est pas évident de distinguer lequel est lequel 18, 19, 27 correspond à votre cycle PPK. Nous allons donc traiter cela en utilisant PPK. Remarquez que nous avons plusieurs options. GNSS. Comme je vous l'ai mentionné précédemment, le Triviago est en fait équipé d'un récepteur GPS. Ainsi, même si vous effectuez une collecte de données en extérieur avec SLAM, tant que vous captez les satellites, vous pourrez traiter les données et obtenir une position relativement précise grâce au GNSS embarqué. Mais le PPK restera toujours votre meilleure option car vous reliez réellement toutes les données à partir de votre fichier d'observation statique. Je vais donc utiliser le PPK pour l'instant. Il va automatiquement importer le fichier de base qui a été ajouté au dossier GPS base. Ou bien, vous pouvez importer directement votre fichier de station de base ici en bas. Puisque nous avons déjà créé le clou de levée, il va s'afficher. Nous allons laisser la hauteur d'antenne à 0 et cliquer sur Suivant. Et c'est bien là que vous pouvez configurer les options de traitement LIDAR et de traitement photo. Comme nous l'avons évoqué précédemment, vous avez différents types de scènes, mixtes, intérieures, extérieures. Encore une fois, si vous commenciez une collecte de données à l'extérieur, puis que vous entriez quelque part pour scanner l'intérieur d'un bâtiment, et j'utiliserai l'option intérieur et extérieur. Intérieur signifie simplement sans GNSS, extérieur va utiliser les données GNSS pour les espaces étroits ou les zones peu fournies en éléments. Les zones peu fournies en éléments seront similaires aux espaces ouverts que vous verrez sur la tablette TrueView Go. Donc pour celle-ci, je vais sélectionner extérieur puisque nous avons le GNSS. Par défaut, l'optimisation du nuage de points et le filtre des objets en mouvement seront cochés. Ici, dans les paramètres de filtrage laser, vous pouvez choisir de filtrer les données entre une certaine plage. Pour la valeur minimale, ce que j'aime faire, c'est la régler à 1 mètre, tout est en métrique maintenant. Pour la valeur maximale, je préfère la régler à 30. Vous pouvez la régler n'importe où entre 5 et 120. La raison pour laquelle je la règle à 30, c'est que tout ce qui dépasse cette valeur sera probablement du bruit. Lorsque vous collectez des données avec un 3D Go, vous cherchez à recueillir des données accessibles à pied. Ainsi, vous pouvez en quelque sorte modéliser ou obtenir un nuage de points à partir de cela. Vous ne vous souciez pas trop des points qui pourraient se trouver très loin, au loin. Le filtrage par intensité, nous n'allons pas l'utiliser maintenant, mais en gros, cela vous permet de filtrer des points, par exemple lors de collecte en intérieur, où il peut y avoir beaucoup de réflectivité, vous pourriez utiliser le filtrage par intensité. Pour le traitement des photos, vous avez maintenant tout un tas d'options différentes ici. Vous pouvez choisir aucun, rapide ou haute précision. La colorisation rapide va essentiellement le faire très vite, mais lorsque vous regarderez la colorisation après, elle aura un aspect un peu bancal. Ce ne sera pas la meilleure. Ce ne sera pas très axé sur les détails. Donc, disons que vous êtes à l'extérieur et que vous marchez autour d'un parking. Par exemple, les bandes de stationnement, les bandes de stationnement ne seront pas alignées comme elles devraient l'être, elles auront l'air décalées. Si vous utilisez la méthode rapide, mais encore une fois, rapide, c'est juste pour une colorisation rapide, la haute précision, il vous faut une carte graphique haute performance, donc tout ce qui est supérieur à la série 830 de NVIDIA, mais inférieur à la série 50 de NVIDIA. Nous travaillons également à rendre la série 50 compatible. Nous n'y sommes tout simplement pas encore. Donc, si vous avez une machine,
je vous recommande à tous d'utiliser uniquement la colorisation rapide et non la haute précision. Parce que la haute précision peut prendre pas mal de temps à traiter, mais cela en vaut vraiment la peine cependant. Ce que je vais faire, c'est que lorsque nous importerons les dernières données traitées, je l'aurai fait tourner avec la méthode haute précision. Vous pouvez tous utiliser la colorisation rapide et comparer les deux. Et ensuite, ici, je vais donc sélectionner rapide. Ici, je vais supprimer tous les points non colorés, mettre à jour le nombre de tags de ma photo et cliquer sur Envoyer. Cela va maintenant permettre de lancer le projet Gestionnaire où je peux consulter l'état de ma demande soumise. Ici, j'ai mon travail en cours. Si vous cliquez sur le menu déroulant de l'état, vous pouvez sélectionner ce que vous souhaitez afficher. C'est pour cela que je ne vois rien d'autre que ce que j'ai déjà traité auparavant. Je vais fermer ceci et lancer également les deux autres cycles. Je vais donc retourner dans mon onglet Trivago, traitement SLAM. Cette fois, je vais sélectionner mon deuxième cycle, celui qui se termine par 18, 25, 25. Voici maintenant mon jeu de données TGCP, ce qui signifie qu'il s'agissait d'une collecte SLAM, juste une petite promenade rapide autour du bureau. Mais nous avons également placé le Trivago sur des points de contrôle établis. Et c'est pourquoi vous voyez la trajectoire, les GCPS mises en évidence. Ici, pour le mode de traitement, je vais sélectionner SLAM et je vais cliquer ici, bouton TGCP non assigné. Ce sont les points que nous avons collectés sur le site avec le Trivago. Et ici, je vais importer le fichier texte qui se trouve dans le cycle TGCP GPS control et vous cherchez le fichier control points for QC control.ext. Cliquez sur Ouvrir. Et ceux-ci vont aussi de 5 à 12. Vous pouvez, il est possible d'en avoir plus selon votre site et le nombre de points que vous avez sur place. En bas ici, vous avez la possibilité de sélectionner l'unité que vous souhaitez. Tout est en métrique, donc nous allons procéder ainsi. On dirait que je l'ai peut-être perdu. Laissez-moi essayer de l'importer à nouveau. Voilà. C'est en nord, est et altitude, donc assurez-vous de bien configurer cela aussi. Si c'est dans l'autre sens, cela va perturber votre projet. Donc il faut aussi configurer cela en conséquence. Et ici, je peux simplement cliquer sur Calculer les erreurs. Et si je ne voulais pas utiliser l'un des points, je pourrais simplement cliquer sur le menu déroulant. Disons que c'est environ 17 cm, donc je vais simplement sélectionner Non disponible ou Non applicable. Et ensuite, je vais recalculer les erreurs. Et ensuite, cliquer sur Enregistrer les affectations. Et ensuite, cliquer sur Suivant ici. Pour cette collecte TGCP, encore une fois, c'était une collecte en extérieur, donc je vais sélectionner GNSS extérieur. Je vais sélectionner l'option d'optimisation du nuage de points et le filtre d'objets en mouvement. Et comme nous l'avons fait précédemment pour les paramètres du filtre laser, je vais régler cela entre 1 et 30, car tout ce qui dépasse 30 mètres, encore une fois, c'est du bruit. Je ne veux pas l'avoir dans mon jeu de données, donc je vais le fixer à 30. Pour la méthode de colorisation, comme nous l'avons fait lors du cycle précédent, vous allez sélectionner Rapide, supprimer les points non colorés et mettre à jour les balises EXIF des photos. Et il suffit simplement de cliquer sur Soumettre. Voilà, celui-ci va également être lancé dans le gestionnaire de tâches. Et lançons l'exécution. Traitement SLAM sur le cycle final qui sera uniquement un SLAM, collecte de données. Donc, encore une fois, retournez dans l'onglet TrueView Go, puis cliquez sur la boîte de dialogue Traitement SLAM. Assurez-vous de sélectionner le bon cycle, celui qui se termine par 1841-17. Et pour le mode de traitement, nous allons choisir SLAM.
Cette fois-ci, cliquez sur Suivant comme précédemment. Nous allons supprimer les objets en mouvement. Optimiser le nuage de points, configurer également un filtrage lors de la colorisation rapide et supprimer les points non colorés. Et cliquez sur Soumettre. Maintenant, les 3 jeux de données ont été soumis au gestionnaire de tâches. Vous avez probablement déjà lancé le processus si c'est le cas. Vous êtes probablement en train d'attendre cela. C'est donc à ce moment-là que Thaddeus va intervenir et il va vous guider à travers les outils d'enregistrement. Donc, comme je l'ai dit, juste pour préciser, nous avons déjà des données traitées. Il va ouvrir un nouveau projet et les importer. Attendez la fin de vos tâches pour exécuter la suite. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Je vais aussi me promener, donc si vous avez besoin d'aide, faites-le moi savoir. Très bien, nous pouvons y aller. Je m'en occupe. Trouver les données, c'est ça. Oui, laisse-moi voir. Nos données sont ici avec Les données brutes. fichier traité. Non, on revient au traitement. Dernier, D'accord, c'est... IA. Alors, amène le mur à ce moment-là. D'accord, je vais prendre ton eau, ces affaires. Bonjour, prenons la deuxième partie. Tout de suite. Je pense que tout le monde a cette date sur la carte SD, ou c'est juste pour... Montre-leur simplement leur traitement précédent. D'accord. D'accord. Donc, je me demandais si vous avez tous bien ce gestionnaire de tâches de traitement sous les yeux. Est-ce que quelqu'un ici parmi vous a eu des problèmes pour réussir à obtenir ce processus? Oh, c'est... D'accord. Oui. Oui, je ne sais pas si la connexion Internet ici est bonne aussi, donc c'est oui, oui, d'accord. Pour l'instant, parlons des outils d'enregistrement. Rappelez-vous, l'outil d'enregistrement sert essentiellement à trouver et à aligner votre projet, n'est-ce pas? Donc, si vous avez beaucoup de fichiers LAS, même s'ils proviennent de l'ère ou de la cartographie manuelle, l'outil d'enregistrement vous permet essentiellement de tous les fusionner et de retrouver votre ensemble de données. Vous pouvez donc effectuer des fusions avec une grande précision. Je vais donc commencer un nouveau projet ici, car c'est ce que nous utilisons pour traiter les données. Je vais donc commencer un nouveau projet ici et je vais importer quelques fichiers LAS déjà traités. Le traitement en haute précision prend un peu plus de temps. Donc ceux-ci ont déjà été traités en haute précision. Alors faisons-le, importons-les tous ici et ajoutons le fichier. En cliquant sur le plus, voyons, voilà les données brutes. Ajoutez le fichier LAS, donc ici, juste pour le faire. Ensuite, vous pouvez voir ici que ce sont les mêmes fichiers LAS que vous avez ici. Je les ai déjà traités là-bas. Donc, par exemple, le premier cycle avec les méthodes PPK, les 18, 19, c'est le premier. Alors, importons-le ici, comme dans une couche de carte, comme la couche 1, donc importons-le ici. D'accord? Donc, probablement que quand votre traitement est terminé, vous avez cet ensemble de données sur votre machine. Alors, je vais juste le renommer. Cela semble tout à fait trivial, mon ami PPK, non? Le prochain sera donc le Trivial Go TGCP. Alors utilisons ajouter un fichier. Ce sera donc le deuxième ici, le Trivial Go. Trivial Go TGCP. La valeur typique de GCP est de 1825.
juste pour être sûr que tout est en ordre, et le dernier sera l'Islande. Sans correction GNSS, donc nous utilisons l'enregistrement manuel. Parfois, lorsque vous n'avez pas d'observation GNSS ou que vous travaillez dans une zone intérieure, vous pouvez alors utiliser l'enregistrement manuel par rapport à votre référence. Essayons, faisons-le maintenant. Donc, le but de TrueView ici, c'est d'utiliser sans correction GNSS. Si, par exemple, juste pour vous montrer, je vais utiliser l'extension Zoom. Ici, par exemple, vous pouvez voir que nous ne voyons rien à l'écran. C'est parce que, par exemple, la zone triviale est ailleurs. Si nous regardons maintenant, les X et Y en dessous correspondent aux coordonnées locales, n'est-ce pas? Donc, ces données n'ont pas de coordonnées. Donc, si je zoome dessus, on peut voir que ces données sont déjà avec le GNSS, déjà géoréférencées. Donc, la première, la deuxième, elles sont proches l'une de l'autre, n'est-ce pas? Donc, elles sont côte à côte. Et avec cela, avec celles qui ont déjà, elles ont beaucoup de points similaires. Nous pouvons utiliser l'auto-enregistrement, c'est bon, vous pouvez utiliser l'auto-enregistrement. Donc, ce sera le premier test que nous allons faire. C'est bon, enregistrer le projet, c'est un peu facile, non? C'est plus facile par rapport à l'enregistrement manuel parce qu'il suffit juste de cliquer sur quelques boutons et enregistrons ce projet. Par exemple, ici, dans la section d'entraînement des objectifs. Utilisons Last to Last pour enregistrer automatiquement des nuages de points entre les deux dernières couches en cliquant dessus. Voici la couche enregistrée et à côté celle de référence. La dernière couche enregistrée va être référencée par les couches de référence. En gros, la première colonne sera référencée par la deuxième colonne. Donc, quel fichier Last allons-nous sélectionner ici? Je vais sélectionner le TCCP enregistré parce que je préfère toujours utiliser le PPK. Le jeu de données PPK est utilisé parce que le jeu de données reçoit des corrections. Donc le jeu de données est meilleur avec de meilleures réservations. Pour avoir ces données, il faut utiliser un fichier Renex pour obtenir la correction. Ce fichier LAST. Donc il est meilleur que le fichier TGCP. Vous pouvez l'utiliser chacun que vous souhaitez. C'est juste, pour ce cas, c'est juste votre... vous pouvez les sélectionner un par référence, en gros, comme ça, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas, sélectionnons par exemple le fichier TCP par effort en l'enregistrant et sélectionnons la référence par le PPK typique ici. Nous avons ici quelques paramètres, des paramètres qui sont en fait très standards. Ce que nous avons à faire ici, c'est simplement cliquer sur Résoudre et la fonction trouvera automatiquement certaines corrections. Et nous voyons ici les résultats de cela. Quel sera le score d'ajustement qui nous est affiché? Comment se passe la correction entre eux, n'est-ce pas? Donc ici, on peut voir ce que l'on a avant et après. Quel est le résultat? Donc avant, quand nous n'avions pas la correction précédente et la dernière illustration. Nous avions 47 mm d'erreur et après cela, nous pouvons voir que nous avons 19 mm d'erreur. Donc, nous avons réduit notre erreur à 19 mm. Donc, c'est essentiellement 1,9 cm, c'est correct. C'est une erreur que l'on peut constater de nombreuses fois. Cela correspond en fait à une erreur DNSS pour un projet GNSS normal, n'est-ce pas? Donc, dans cette fenêtre, par exemple, nous pouvons voir le TrueView Go. Les GCP avec les points blancs ici représentent essentiellement les points qu'ils trouvent au même endroit que la dernière référence. Et de l'autre côté, ce que nous voyons ici est essentiellement la même chose. Mais nous changeons ici, nous avons la couche de référence avec les points de la couche enregistrée. Donc, nous pouvons voir ici ces deux ensembles de données avec les points fusionnés.
Et ce que nous devons faire maintenant, c'est essentiellement appliquer la correction. Nous allons donc corriger notre couche enregistrée et nous avons d'autres ensembles de données. Nous avons commandé le dernier fichier, mais maintenant c'est... Oups, laissez-moi voir. D'accord, c'est ici. La correction est en cours. Maintenant, notre nouveau fichier de dernière couche est déjà corrigé et nous pouvons maintenant procéder à la fusion. On peut donc tout simplement oublier l'ancien. Bon, il s'agit essentiellement du GCP trivial qui s'y trouve. On peut oublier ça. Ces données sont ici, par exemple, parce que c'est l'autre. J'ai reçu celui du dernier jour. Je l'ai donc renommé Objectif de visualisation. TGCP. Ajuster, par exemple, ou enregistrer. Oui, c'est possible. Donc, si j'active cette dernière couche et que j'active, par exemple, ma couche de référence par un nom pour PP, Cave, je peux maintenant les fusionner. Un exemple parmi d'autres. Je vais les copier pour ne pas perdre les anciens. Il vous est donc tout à fait possible d'utiliser, à titre d'exemple concret, les solutions TrueView, Go, PPK, ainsi que le système TGCP parfaitement ajusté selon vos besoins. Il suffit de les utiliser comme ça. Nous avons donc maintenant, par exemple, deux fichiers de la dernière couche issus de TrueView Go et ils sont fusionnés. Donc si nous utilisons, par exemple, la vue immersive ici, nous pouvons voir le fichier RGB, c'est bien le nôtre, évidemment. Mais ils sont fusionnés juste pour montrer. Par exemple, si je sélectionne l'ancien ici et l'ensemble de données TGCP, ils forment un seul ensemble de données, et maintenant, je n'en ai qu'un seul. Mais j'ai toujours cet objectif de slam trivial, sans absolument aucune correction. Alors, dans cette situation précise, qu'est-ce que je dois faire exactement maintenant? Dans ce cas, lorsque nous avons un TrueView ou un ToView qui fonctionne avec Slam sans correction Genesis, nous devons essentiellement utiliser l'enregistrement manuel que nous pouvons lancer, c'est-à-dire que nous devons utiliser le TrueView avec son Slam et un enregistrement manuel parce que nous n'avons aucun type de géoréférencement. L'observation de ces données a été faite, par exemple, dans une zone intérieure sans même correction PPK ou ATK. Donc, dans ce cas, j'utilise last to last avec un enregistrement manuel. Donc, dans ce cas, sélectionnons. Par exemple, dans ce cas, je vais sélectionner l'enregistré, la référence, et ici, je vais sélectionner le Truvigo PPK, et je vais sélectionner ici le Truvigo SLAN, parce que c'est l'enregistrement que je veux fusionner avec la référence. Donc ici, il s'agit simplement de sélectionner les paires que je veux avoir sur SLAN. Laissez-moi regarder ici. Pourquoi cela n'apparaît-il pas sur le côté gauche? Très bien, laissez-moi un instant pour vérifier cela. Tout semble être en ordre. Parfait, je peux donc m'inscrire. La dernière étape est la terre ferme. Sélectionnons le PPK de référence. Très bien, maintenant ici. Alors, qu'avez-vous dû faire? À gauche, nous avons le Trivigold SLAN avec une correction OGNSS. À droite, nous avons le correction Trivigold PPK. Ce que nous devons faire ici, c'est donc essentiellement sélectionner les points qui se trouvent dans les mêmes zones. Donc, dans ce cas, c'est très interprétatif. Vous devez voir ce que vous avez en commun, n'est-ce pas? Prenons par exemple cette fenêtre. Voici la deuxième fenêtre. Prenons la première fenêtre, et plus précisément ce coin-ci. Euh, c'est juste un exemple, n'est-ce pas? Alors prenez ce coin-là. Et l'autre paire, c'est celle-ci, de ce côté-là, en gros comme celle-là. Tout le monde avec moi?
Et ensuite, valider cette barre de piquetage. C'est bon. J'ai un point, ajoutons-en un nouveau. Donc, par exemple, je sélectionne l'autre coin, ce sera plus simple. Et celui-ci de l'autre côté. Oh, j'ai fait une erreur ici parce qu'on avait déjà résolu ça. Et je pense que tout le monde l'a résolu. On a cliqué ici sur le coin de la fenêtre, mais en fait, le point était flottant. Donc revenons ici, mais je vais terminer ça. Le point que j'avais sélectionné avant, c'est à peu près comme ça, mais faisons à nouveau ce premier point où je peux le supprimer. Laissons ce point, refaisons-le. Donc c'est essentiellement ce point ici, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas trouver celui-ci ici parfaitement, n'est-ce pas? Et sélectionnons ce point, il est essentiellement là. OK, c'est bien mieux maintenant, non? Alors, sélectionnons d'autres points. Choisissons une nouvelle paire. Laissez-moi voir. On peut prendre ce coin ici, près de la porte. Et ensuite, nous sélectionnons sur le côté à droite. Par exemple, presque arrivé. Ça pourrait être celui-là. Droite. Validé, bien sûr. Euh, Si je sélectionne un point et que ce point et une zone correspondent à un endroit et à un autre endroit, l'erreur sera plus importante. 20 cm, 15 cm, il faut analyser cela. Si cela s'applique à votre projet, n'est-ce pas? Chaque projet présente des aspects plus curieux que les autres. Nous devons donc fondamentalement comprendre quelle est notre principale erreur. Si l'on tient compte de cela, nous devons être plus attentifs et sélectionner les points les plus fiables. Prenons celui-ci par exemple. Je peux tout à fait prendre ce marqueur ici même. Voyons voir ce que cela donne. Je peux utiliser par exemple le modèle de couleur RVB et pas seulement celui-ci, mais bien d'autres options encore. De l'altitude, n'est-ce pas? Comme ça va, n'est-ce pas? RBG est très utile, n'est-ce pas? Quand j'ai par exemple au moins 4 points, je peux appuyer et résoudre, ce n'est qu'un exemple. Je peux prendre 1000 points ici si je veux, mais si j'en ai 4, je peux faire ça. Résolvez le problème et vérifiez par exemple si nous obtenons un bon résultat. Vous vous souvenez de ces 30 points? Ce 30e point que je choisis, c'est avec. Je n'avais pas beaucoup de points dans le coin près de la porte. Donc on peut voir ici que l'erreur est ici en X 5 cm et 3 cm en IDS. Donc ça va. Je l'ai vu. J'ai vu l'erreur, n'est-ce pas? C'est plus que les autres. Donc, cette erreur est-elle suffisante pour moi? Je peux continuer le projet avec ça. C'est bon. Sinon, vous pouvez simplement désélectionner ce point. Par exemple, vous pouvez désélectionner ce point et en choisir un nouveau. Alors, par exemple, sélectionnons ici. Comme nous avons un bon projet avec de bonnes données RGB finales. Prenons celui-ci par exemple. Et si nous regardons du côté droit de la scène, prenons le même point. En gros, oh là là, d'accord? Validation, appuyons sur résoudre juste pour voir. Oh, c'est bien mieux. J'ai réduit de 5 cm à 2 cm, c'est correct. Donc, juste pour cet exemple, je pense que c'est très fiable. Ici, nous pouvons lancer l'application, nous pouvons appliquer les corrections, voyons le résultat. Donc avant, nous avions un slam.
Traitement sans correction GNSS avec des coordonnées locales, et comme ces données se rapprochent d'une zone pour laquelle je dispose de ces données avec correction GNSS, je peux utiliser l'enregistrement manuel pour tout fusionner. C'est un très, très, très bon outil. C'est très utile. Donc maintenant, j'ai la dernière couche, la couche 1, dans la même zone que les autres. Donc, voici le bureau. Et nous avons la dernière option qui est le dernier double contrôle. Donc, nous avons vu l'avant-dernier enregistrement automatique, l'auto-enregistrement. En gros, nous avons vu l'avant-dernier enregistrement manuel, mais il nous reste le dernier contrôle. Donc, la dernière option, c'est que je n'ai pas d'autres jeux de données auxquels les géoréférencer. Mais j'ai des points. Donc, nous pouvons utiliser, par exemple, le dernier contrôle, et je renommerai simplement ce jeu de données, par exemple, last ou TrueViewGo, slam ajusté ou géoréférencé, ensemble. Voici votre numéro de référence, ainsi que votre référence de dossier. C'est pour toi, mon ami. Laissez-moi réfléchir un petit instant à cela. Maintenant, prenons par exemple ce qui se passe concrètement pour vous. Je peux tous les fusionner, par exemple, en sélectionnant le TrueView Go TGCP ajusté, c'est mon ancien. Celui-ci, par exemple, et ensuite, je peux sélectionner précisément ces deux éléments-là et utiliser simplement la fonction de copie TrueViewGo. Tout fusionner, simplement. Je n'ai plus qu'un seul jeu de données contenant tous ces derniers fichiers. Si je veux désélectionner les autres, je peux simplement voir, par exemple, l'ensemble du jeu de données que j'ai. Bien sûr, il y a beaucoup de points parasites ici, mais je peux essentiellement utiliser l'outil Outliers pour les supprimer automatiquement. Et ici, il est simplement nécessaire de vous montrer la dernière correction qui est Elastier Control. Donc, Elastier Control est essentiellement un outil qui nous permet de sélectionner, par exemple, notre LAN 2.0 Go qui n'a aucun point. Ce jeu de données n'a pas de géoréférencement. D'information, n'est-ce pas? Et j'ai sélectionné la couche d'entité à partir des points que j'ai sur ce projet. Et je ne sais pas, est-ce que tu te souviens alors où les points ont été cartographiés? Parce que je n'ai pas ces emplacements, mais tu t'en souviens? Parce qu'il faut sélectionner, par exemple, quel est ce contrôle ici, n'est-ce pas? Oui, c'est juste pour te montrer ici. C'est juste pour montrer ici, parce que si tu as, par exemple, ces points, je peux simplement sélectionner où ils sont. Donc, si tu as ça, ce sont les points avec géoréférencement. X, par exemple, ils ont des coordonnées X, Y et Z. Ici, j'ai juste besoin de sélectionner où ils sont. Mais je ne me souvenais plus ici si tu... Oui, c'est absolument vrai. Je suis d'accord. La bande passante du réseau est un facteur essentiel. N'était pas incluse. Oui, c'est juste pour te montrer cette fonctionnalité, d'accord? Parce qu'ici, par exemple, on a ces 4 points de contrôle, mais pour les intégrer dans l'ensemble de données, comme on l'a fait avant, il suffit que je sélectionne où ils sont. Mais ici, j'ai par exemple ce point, c'est un TGCP, mais je dois les mélanger, je dois les associer, par exemple, avec les étiquettes 0, 1, 2 et 3. Mais je ne sais pas où ils sont ici. Par exemple, si tu sais où ils sont, tu peux les associer. Mais dans ce cas, l'une des personnes qui a fait ce relevé peut en fait facilement comprendre où ils se trouvent.
Ou alors, si vous avez un petit tirage, vous devriez le faire. Avant d'effectuer la cartographie, vous savez exactement où il se trouve. Alors, mais cette fonction-ci fera fondamentalement la même chose que ce que j'ai fait avec l'enregistrement manuel et l'outil d'enregistrement automatique. Donc, cet ensemble de données est en gros maintenant tout mélangé, n'est-ce pas? Des questions? Que pensez-vous qu'il en serait? De bons outils? Très utiles, n'est-ce pas? Auriez-vous des questions à me poser ici, tout particulièrement à propos de l'ensemble de vos résultats? Avez-vous pu le traiter maintenant? Laissez-moi voir. J'espère que je vais ouvrir l'autre projet ici. Je pense que c'est celui-là, n'est-ce pas? UC 2025 qui était en cours. Donc, et ici, ces trois-là sont prêts. Il suffit donc de cliquer sur Prêt pour terminer le travail. Et voyons maintenant ensemble quel est le résultat obtenu pour le PPK ainsi que pour le traitement SLAM et enfin pour le traitement DGCP. Ne trouvez-vous pas que cela est tout à fait exact? D'accord, oui, je vais vous montrer aussi, d'accord? C'est très important, n'est-ce pas? Donc, ceci est bien sûr le traitement SLAM avec Node.js et SS Core Action. Nous voyons maintenant, en gros, que nous sommes dans la zone audio et ici, c'est la zone organisée InRec. C'est parce que, est-ce parce que c'est un nom, correction Genesis? D'accord, c'est bon. Mais allons par exemple à le traitement PPK et je vais vous montrer. L'outil de colorisation rapide, justement, en comparaison avec la bonne précision. Donc, voici un résultat de la colorisation rapide et les résultats de haute précision. D'accord, essayons de nous en souvenir parce que je vais ouvrir l'autre projet. Ah, je peux. Je peux ajouter un fichier ici au même ensemble de données. Donc, ajoutons aussi cet ensemble de données ici. Donc, vous voyez, je vais revenir à ce niveau ici. Données brutes, d'accord. Fichier de l'ensemble traité, dernier fichier. Je pense que c'est le premier, non? PVK. Mais laissez-moi voir, qu'est-ce qu'il y avait? Oui, le premier. D'accord, juste pour votre comparaison. Une technologie de très haute précision. Et celui-ci est rapide. Colorisation. Voyons pour de la haute précision. Changez pour haute précision. Changeons pour RBG. D'accord, ceci est à la haute précision. D'accord, colorisation. Éteignons maintenant. Allumons la colorisation rapide. Donc voici la différence. Donc, ce n'est pas énorme, mais il y a une différence. Oui, cela dépend. Si vous voulez une colorisation dans votre projet, vous allez utiliser la haute précision. Parfois, ce n'est pas si nécessaire, c'est juste pour aider à comprendre ce que sont les LAS, mais parfois c'est très important pour le client. Si le client en a besoin, nous devons le faire. Mais une chose très importante à dire, c'est que la haute précision demande beaucoup de cartes graphiques. Donc, cela demande beaucoup de ressources graphiques à votre matériel. Donc,
Y a-t-il autre chose à ajouter? Des questions? Alors, nous allons maintenant afficher cela. C'est entendu, cela me semble très bien. Regardons ces lumières. D'accord, ces lumières. Oh, la fusée, mais la fusée, l'espace. J'ai dit, ah, c'est très bien, non? Ah, tu peux t'asseoir là-dessus. Oui, donc l'autre jour, nous avons eu accès au centre spatial et en utilisant le Trivia Go et la caméra Insta360, nous avons pu collecter un ensemble de données et créer un Gaussian Splat. Et c'est quelque chose qui arrive très bientôt dans LP360. Nous sommes, comme vous l'avez peut-être déjà vu dans cette version, juste ici. Laissez-moi voir ici. Nous avons aussi un outil de modélisation qui arrive bientôt. Cela vous permet de créer un maillage 3D. Et les Gaussian Splats feront également partie de ces outils. C'est justement ce que je vous montrais à l'instant